Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Nous connaissons le travail de Samuel Ndiakwa en tant que photojournaliste orienté beaucoup sur la musique des afro-descendants. Il y a quelque chose qu'on ignore de toi, en fait qu'on connaît très peu, que moi-même j'ai découvert très récemment. C'est ton travail en tant qu'artiste photographe, fan art, photographie, fan art. Il y a une série qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Où est passé mes ancêtres? Qu'avez-vous fait de mes ancêtres? Et c'est une série d'autoportraits où en fait toi-même tu te mets en scène. Peux-tu s'il te plaît Samuel nous parler de ce travail-là? Alors, c'est une série qui parle carrément de l'esclavage, quoi. C'est-à-dire que je me transforme en esclave, c'est-à-dire que je prends tout l'artillerie, je me mets des chaînes, je mets même les chaînes sur les pieds, je photographie des parties de mon corps, je maquille même mon corps. Par exemple, quand on sait que les esclaves ont été souvent marqués comme du bétail, marqués au fer, eh ben, j'ai créé sur ma poitrine, par exemple, un signe de la... Parce que quand on marquait les esclaves au fer, on leur mettait un signe de la compagnie à laquelle ils appartenaient, et puis on le marquait au signe. Ou alors du nom de propriétaire de la plantation à laquelle ils appartenaient. Donc j'ai fait ce genre de choses là. Je me suis pris des photos de dos et j'ai mis des marques de fouet sur mon dos. Et du texte aussi. Et du texte aussi, oui. Et donc, et puis j'ai parlé de l'homme objet, quoi, en fait, parce que l'esclave était un objet, il appartenait à son maître, il pouvait en disposer comme il voulait. Même si l'esclave avait une femme, il connaissait sa femme et même ses enfants, il pouvait même coucher avec la femme de l'esclave sans que l'esclave n'ait quoi que ce soit à dire, quoi. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire ce travail-là? Alors, comme je t'avais dit tout à l'heure, on a parlé de la route du jazz. On a parlé de route du jazz. Route du jazz, donc, qui parlait de la musique et l'esclavage. Et je t'ai dit que les musiciens m'ont beaucoup appris à travers leurs propres histoires, hein. Et comme tu sais, le titre route du jazz a été emprunté à la route de l'esclavage de l'UNESCO. Et tout ça m'a permis de faire des recherches autour de l'esclavage. Et donc, en avançant, je me suis rendu compte qu'il y avait des points dans mon travail qui manquaient là où j'avais commencé. Donc, il m'a fallu aller encore plus loin en amont pour pouvoir découvrir ce que c'était que l'esclavage, puisque je n'avais pas appris ce que c'était que l'esclavage. Donc, et je voulais absolument me représenter, me mettre dans la peau d'un esclave pour pouvoir comprendre de quoi il s'agissait, quoi. Donc, du coup, ça m'a amené à faire des voyages à Zanzibar. J'ai été aussi en Martinique. J'ai été aussi à Saint-Domingue. J'ai appris comme que les pays comme le Danemark, l'Espagne, tous ces pays ce sont des pays aussi qui ont pratiqué l'esclavage, enfin qui ont été des commanditaires de l'esclavage, quoi. Et au fur et à mesure que tu avances, tu découvres des pays que tu n'imaginais pas. Bon, on connaît que le Portugal, évidemment, c'était vraiment un empire esclavagiste. Mais après, tu voyages, tu vas à Bordeaux, tu vas à Nantes, et tu vois des maisons, tu vois au-dessus des maisons, il y a, j'ai plus comment ça s'appelle, il y a des têtes de noirs sur les maisons. Oui. Hein? Et en fait, ce sont des gens, des armateurs, hein, de bateaux, d'esclavagistes. Voilà, tu vas aussi au Havre et tu découvres tout ça là. Et en fait, tout ça là fait partie de la même histoire. Et tu vois même des napperons dans les maisons. Il y a des maisons d'armateurs où on voit ce qu'ils avaient fait à nos ancêtres, quoi. Mais parce qu'il y a quelqu'un... Et donc du coup, excuse-moi. C'est quelque chose qui m'a intéressé. Il y a beaucoup de détails, des choses auxquelles on dit non, c'est un détail, mais en fait, ce sont des détails assez importants, quoi. Du coup, il y a, comment je vais appeler ça, le jazz. Qui a cette relation, qui a quand même une relation très forte aussi avec l'esclavage. Ce travail que tu fais en photographie, je me suis posé la question en analysant tout ça, est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de révolte, si on peut dire? Parce que tu as fait une bonne partie de ta vie
de ton adolescence même, en France. Et on sait qu'à l'époque déjà, les programmes ou les leçons, l'histoire, on ne parlait pas beaucoup de ça, de ces trucs d'esclavage et tout. Est-ce que quand toi tu découvres de cette manière cet esclavage qui t'est raconté par des artistes, est-ce que c'est pas des choses comme ça qui te poussent à te dire, écoutez, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ma race, il faut que je parle de mes ancêtres. Comment tu as vécu cela aussi? Ouais, c'est exactement ça. C'est quelque chose que j'ai vécu même dans la douleur. C'est-à-dire que apprendre que des gens qui me ressemblent, dire que des gens qui me ressemblent ont eu des ancêtres qui étaient esclaves, ça me fait mal, quoi. Quand je suis allé pour la première fois avec Raf Tamar, il m'a invité en Martinique et j'ai découvert des maisons d'esclaves et tout. J'ai pleuré. C'est-à-dire que autant quand les Américains vont à Gorée, tout ça, ils pleurent parce qu'ils ont quitté leur terre. Autant moi, quand j'ai été pour la première fois en Martinique, j'ai pleuré et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Oui. C'est pour ça que je dis qu'avez-vous fait de nos ancêtres? C'est pas forcément adressé à l'Occident. À l'Occident, oui. C'est nous-mêmes, quoi, tu vois. Et j'ai eu tellement mal que même des fois, quand je pense à ça, j'ai du mal à en parler parce que c'est une douleur qui, tu vois, quand tu vois Bimbia, quand tu vas même au Bénin, quand tu vas au Ghana, tu dis qu'on est quand même fort, quoi. D'avoir fait ça pendant des... Ouais, d'avoir résisté surtout, tu vois, et d'avoir... l'esclavage, c'est quelque chose de... Quand je dis l'esclavage que les Noirs ont vécu, parce que faut distinguer bien plein de choses. Et en plus de ça, il n'y a pas que les Européens qui ont soumis les Noirs en esclavage, il y a aussi les Arabes, tu vois. Et tous ces Africains-là, on les retrouve sur tous les continents. On est la seule, entre guillemets, race, parce que j'aime pas ce mot-là, qui se retrouve un peu éparpillée comme ça. Et on se demande comment est-ce on a pu survivre, quoi. Et c'est quelque chose. Et tout ça, donc, on a pu survivre parce qu'on a recréé nos souvenirs, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire la danse. Tout ce qu'on avait en mémoire, ben on l'a recréé ailleurs. Voilà. Et c'est tout ça qui m'intéresse et ça fait un fil rouge, quoi, en fait. Ah. Et donc, je voulais retranscrire tout ça de manière contemporaine, donc en photographie. Et ça donnait qu'avez-vous fait de mes ancêtres, quoi. Et ce projet-là, cette série-là, qu'avez-vous fait de mes ancêtres, tu l'as fait avant ou après la sortie du livre Sur la route du jazz? J'ai fait après. En fait, comme je disais, c'est après avoir rencontré tous ces musiciens et avoir même fait le livre que je l'ai même fait parce qu'il y a aussi un monsieur qui s'appelle Doudou Diène, qui avant était le directeur du projet de la route de l'esclavage à l'UNESCO et qui est vraiment un grand spécialiste de l'esclavage, qui est même directeur, il a un gros poste là, et c'est aussi lui qui m'a poussé à travailler dans ce sens-là, et aussi Randy Weston, quoi. Et donc du coup, moi aussi je deviens aussi je cherche des choses, quoi. Est-ce que ça peut être perçu comme un complément? C'est-à-dire tu as fait Sur la route du jazz, mais peut-être n'étant pas satisfait, tu as aussi besoin de ressentir ça dans ta peau? Alors une fois, je vais te raconter une anecdote, c'est qu'une fois j'étais à Gorée avec un ami antillais. On était venu faire un reportage pour un magazine à l'époque. Et il m'a dit, viens, on va à Gorée. On est parti à Gorée. Et donc, il se déshabille. Il rentre dans les chambres où étaient classés les esclaves avant de partir, avant d'être séparés, quoi. Il rentre dans la chambre, il se déshabille, il met les chaînes. Il me dit, prends-moi en photo. Il se met comme ça, vraiment de manière triste et tout, avec le bleu. Je lui dis, alors, comment tu étais? Il me dit, j'ai rien ressenti. Donc pourquoi il n'a rien senti? Parce qu'en fait, si tu veux, c'est un Antillais. Lui, il n'a pas eu la même perception de l'esclavage que moi, dans la mesure où, certes, ses ancêtres ont été esclaves, mais lui-même n'a pas vécu, mais ne le ressent pas, il ne se voit pas comme fils d'esclave, quoi. Mais moi, quand je me mets dans la peau d'un esclave, vraiment, ça paraît bizarre, hein?
ma réflexion va beaucoup plus loin et je m'imprègne de la vie de l'esclave, quoi, de la condition de l'esclave, quoi. Et vraiment, hein, c'est pas une histoire de blague, quoi. C'est-à-dire que c'est comme une performance, quoi. Oui, tout à fait. Tu vois. Et j'ai même mis des chaînes qui appartenaient à des esclaves, quoi. C'est-à-dire que mon beau-père avait des fers qu'on mettait aux esclaves, je les ai récupérés et c'est vraiment authentique, quoi. Et quand tu mets ça, tu te dis, mais comment les gars ont pu mettre ça dans leurs pieds, quoi, sur leurs pieds, quoi. J'ai même aussi créé avec mes mains le truc qu'on met sur le cou, là, en bois, là. Oui. Je l'ai fait faire, je l'ai fait. Je suis allé à la forêt, j'ai coupé le bois, j'ai créé ça moi-même, quoi. Et ce travail-là, est-ce que tu l'as montré après? Alors, je l'ai montré au Musée de l'Homme, mais c'est tout, quoi. Après, je cherche encore des moyens de pouvoir l'améliorer et je pense l'avoir trouvé, quoi. Mais pour l'instant, je ne vais pas en parler, mais je pense l'avoir trouvé parce que, tu vois, comme tu sais, un travail peut commencer... Donc, il progresse tout le temps. Voilà. On le laisse d'abord de côté, après on fait autre chose, après on revient peut-être 4 ans après, et puis parce qu'on cherche, quoi, en fait. On se dit que bon, ben, c'est work in progress tout le temps, quoi. C'est ça. Bah, écoute, merci d'avoir partagé cette partie. Quand même très émotive parce que je t'ai vu partir, en fait. Et ça me touche que tu aies partagé ça avec moi et avec tous ceux qui nous écoutent. La pause d'art. On va peut-être revenir à la photographie pure, la photographie grand public, parce que tu as été directeur de la photographie dans un magazine, un gros magazine, Forbes. Oui, Forbes Afrique. Forbes Afrique. C'est quoi directeur de la photographie? C'est quoi ce truc pour un magazine comme celui-là? Alors, Samuel? Forbes Afrique, c'est un magazine qui est... Bon, on connaît le magazine Forbes qui vient des États-Unis. Et donc après, il y a plusieurs... il y a Forbes Mexique, Forbes Africa, c'est plutôt les Nigérians et les Sud-Africains. Il y a aussi Forbes Mexico, Forbes Brésil, Forbes, enfin bref, voilà. Et donc pour Forbes Afrique, en fait, c'est la partie francophone de Forbes, magazine Forbes, en Afrique, qui est gérée par un Congolais. Et il y a quelques années, donc, Michel Lobewane a voulu que je l'accompagne dans son travail de rédacteur en chef. Et il m'a demandé si je pouvais être celui qui va gérer les photos dans le magazine. C'est-à-dire que quand on écrit un article, quand il faut illustrer un article, il faut forcément des photos. Et très souvent, les gens n'envoient pas souvent les bonnes photos. Donc, ce métier consiste à trouver les bonnes photos, de bonne qualité, le bon poids, pour qu'elles ne soient pas pixelisées, tout ça. Voilà, donc, il faut avoir un bon réseau de photographes, il faut travailler avec les agences de communication, les agences de presse. C'est 24 sur 24, quoi. S'il y a un article qui paraît dans une semaine, il faut qu'après une semaine, tu aies la photo parce que c'est toute une chaîne quand on fait un magazine. Parce qu'il y a la correction, il y a le rédacteur en chef, il y a la presse, mise sous presse, etc., etc. Il y a le maquettiste. Donc, c'est un travail où tout le temps, tu es dans l'urgence, quoi. Ouais, le groche perpétuel. Ouais, j'ai fait ça pendant 4 ans. Waouh. Ouais. Waouh. Mais bon, c'était bien payé quand même. Ça permet de... On va détenir. Mais en plus, peut-être bien payé, mais aussi tu prenais plaisir à faire ce boulot-là. Et en plus, ça m'a permis de connaître beaucoup de photographes, aussi bien au Maroc, dans toute l'Afrique, en fait. Parce qu'en fait, quand j'étais directeur de la photographie, mon seul but, c'était aussi de pouvoir mettre en valeur les photographes africains. Ne pas toujours faire travailler des agences européennes. Tu vois. Même les photographes européens français m'appelaient. Hein, et moi, je disais, oui, je te rappelle, mais je ne rappelais pas, quoi. Et je disais que bon, je sais que par exemple, au Bénin, il y a Chola Akpo, donc j'ai appelé Chola Akpo. Je savais qu'au Congo, il y a Baudouin Mwanda, donc j'appelais Baudouin Mwanda, etc. Tu vois. Donc j'ai créé un pool de photographes que j'appelais souvent. Hein, il y a comme ceux au Cameroun que j'appelais souvent, même aussi Chantal Eddy avec Zachary. Tout ce monde-là, j'appelais souvent pour qu'ils travaillent. Hein. Dès que j'avais des besoins en photo, je savais que je pouvais compter sur telle personne, quoi. Et bon, la question inévitable, c'est pour le directeur photo que tu étais, quels étaient les critères d'une bonne photo? Une bonne photo, d'abord, il faut qu'elle soit... que vraiment la photo parle, quoi. Parce qu'en fait, pour moi, une photographie, elle a le même...
c'est l'équivalent aussi d'un article. Donc quand on voit une photo, il faut que la photo vraiment raconte l'histoire qui reflète vraiment ce que le journaliste a écrit, quoi, en fait. Hein? C'est-à-dire que s'il y a un dossier sur la mise en place des centres commerciaux en Afrique, il faut vraiment qu'on sache comment l'illustrer, quoi. Et une bonne photo doit pouvoir illustrer tout ça, quoi, en fait. Et techniquement, ça renvoie à quoi? Techniquement, à la bonne photo? C'est-à-dire la taille devrait être quoi minimum? La taille minimum, tu connais, c'est 300 dpi, un minimum de, je sais pas moi, 30-40 en poids, et puis vraiment, après, il y a des photos qui valent des couvertures aussi, quoi. Et donc ça, c'est en studio, ou alors il faut vraiment... Parce que souvent, les gens pensent que faire un selfie, surtout les hommes d'affaires, tu leur demandes une photo, il n'a même pas le service de communication, il se fait un selfie avec son téléphone, il t'envoie. Et non, il faut que tu... Alors plusieurs fois, j'ai souvent eu à envoyer des photographes dans les sociétés pour qu'ils aillent faire la photo, pour qu'ils aillent prendre une photo de la personne concernée, quoi. Et elle disait, ouais, j'ai pas le temps, mais si t'as pas le temps, l'article ne sort pas. C'est ça aussi, quoi, tu vois. Après, ils appellent pour aller dire, oui, mon article. On disait, non, mais on vous a envoyé un photographe, vous n'avez pas voulu. Et après, finalement, il revenait, il dit, oui, bon, ben, on va faire une photo. Et après, même, le photographe en profitait parce qu'il pouvait gagner un marché. Parce que, justement, on se rendait compte que, en fait, dans cette société-là, il fallait que chaque employé ait des photos pour pouvoir illustrer même le journal interne de l'entreprise. Mais aujourd'hui aussi, tu es dans une activité plutôt très importante pour un photographe. C'est la Biennale africaine de la photographie de Bamako. Qu'est-ce que tu montres à cette édition où tu fais partie des artistes de l'exposition internationale? Alors, cette édition, la 13e édition de la rencontre de Bamako, de la photographie à Bamako, c'est une édition qui est très difficile, dans la mesure où déjà il y a 75 photographes, c'est énorme, quoi. Et quand il y a 75 photographes, tu ne montres pas beaucoup de photos, tu en montres 4-5. En 4-5, tu ne peux pas t'exprimer, quoi. Donc moi j'ai montré des photos, j'ai montré 5 photos qui expriment la vision globale du jazz, c'est-à-dire un jazz universel, quoi. Je voulais juste... Et encore, il manque des photos, quoi. Je voulais montrer un jazz qui part de l'Afrique et qui va vers la diaspora, quoi. Mais en 5 photos, difficile de le faire, quoi. Mais c'était un challenge et puis je l'ai fait sans prétention. Et puis, à ma façon, je voulais aussi contribuer aussi à mettre en lumière cet événement qui a beaucoup de difficultés en ce moment, quoi. Mais Samuel, tu as exposé presque sur tous les continents, mais pas dans ton pays. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est une volonté de toi, où tu n'as pas de temps? Est-ce que voilà? Non, c'est pas que j'ai pas le temps. C'est juste que quand j'expose, par exemple j'ai une exposition dans le mois de février au Bénin, on m'appelle, on me commande une exposition, on me dit voici les conditions, voici le contrat, etc., dans les standards, voilà. Mais pour le Cameroun, on ne t'appelle pas. Quand tu es exposé, on te dit, il n'y a même pas de contrat. Ou alors s'il y en a un, je ne sais pas, moi je ne sais pas. Il est bancal. Il est bancal, quoi. Et dans le cas alors, au Cameroun, il faut aussi voir que le photographe est le plus mal loti aussi, au Cameroun. On parle de plasticiens, tout ça, mais la photographie, il y a beaucoup de photographes au Cameroun qu'on ne connaît pas. Mais il y a très peu qu'on met en avant, quoi. Et pourquoi je n'ai pas exposé au Cameroun? C'est juste parce que j'ai failli le faire, mais ça n'a pas abouti. Donc peut-être que c'est moi, il va falloir que moi-même je m'expose. Enfin, mais ça demande aussi un minimum, quoi. Une logistique, voilà. Je reste ouvert à toute proposition. Même si c'est une expo collective, j'ai déjà fait ça. Mais on verra, peut-être qu'un jour, avant ma mort, on rigole, mais... Faut toucher du bois, là. Ouais. Pas avant la mort. Non, mais en tout cas, peut-être que le Cameroun va me faire une exposition, comment dire encore ça, pour celui qui a déjà tout fait, on dit... Ouais, une sorte de rétrospective. Voilà. Je rêve d'une rétrospective au Cameroun, pourquoi pas? Quand on parle de photographe camerounais, tu fais partie de ceux qui comptent. Et on a eu cette conversation, je me souviens, chez toi à Paris.
je te disais, il faut que tu viennes, il faut qu'on te voie, il faut que tu montres ce que tu fais, parce que ça va inspirer les jeunes, ça c'est sûr. Et puis partager ton expérience qui est pharaonique, frère, c'est énorme. Là, ce qu'on fait ce que tu dis dans ce podcast, j'ai envie de dire que c'est à la va-vite, quoi. Ça prendrait des semaines pour que tu parles vraiment de ton boulot. Mais on croise les doigts en tout cas que cela puisse se faire, que tu viennes, tu montes ton travail, tu puisses discuter avec les jeunes. Moi, j'ai de la chance parce que on s'est rencontrés plusieurs fois et on a vraiment discuté à cœur ouvert. Mais je sais qu'il y a des petits là-bas qui ont besoin de ça. Oui, même à Yaoundé aussi, je bosse à Yaoundé, je rencontre souvent des photographes à Yaoundé. Et là, on a même créé un groupe WhatsApp. Où souvent, je pose des choses ou bien j'essaie de voilà. D'ailleurs, mon grand projet serait de créer une librairie de la photographie à Yaoundé, quoi. Tu sais, ce podcast, on l'a mis sur pied vraiment en fait, il est orienté vers des jeunes artistes et tout, pour qu'ils puissent trouver la force dans ce que leurs aînés ont vécu en termes d'expérience. Si tu as des conseils à donner, ça serait quoi pour ces jeunes-là? C'est toujours le même conseil, hein, toujours la même chose que tout le monde donne comme conseil, c'est le travail, quoi, et never give up, quoi, ne jamais abandonner. Si tu as des rêves, il faut aller au bout de tes rêves. Et puis, il faut toujours... Quand on a un projet, même si on le met de côté, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, tu fais autre chose et puis après tu reviens, tu le termines, quoi, tu vois. Donc il y a les études, parce qu'un artiste aussi, il faut qu'il puisse savoir s'exprimer. Parce que souvent on demande aux artistes, parle-moi de ton travail. Si tu n'arrives pas à parler de ton travail, pourquoi veux-tu alors qu'on t'expose? Donc il faut que l'artiste aussi apprenne à savoir parler de son travail, quoi, en fait. Donc le conseil que je veux donner, c'est que l'artiste doit aussi apprendre à parler de lui-même, quoi. Et aussi à travailler et à parler de lui-même et aller au bout de ses idées. Mais surtout, garder la foi. C'est sur ces mots qu'on artistique. Hein. La foi, bien sûr. C'est sur ces mots qu'on termine cette session d'enregistrement avec Samuel Ndiakwa, photographe camerounaise, spécialisé dans les musiques afro-descendantes. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.